Hey, what's up guys? Après avoir réuni plus d'éléments sur ce dossier et que les tensions ont plus ou moins baissé et que l'on peut faire une analyse objective de la situation, je me suis décidé d'éclairer la lanterne de l'opinion congolaise, du pays et de la diaspora au sujet du dossier Genève, vu que beaucoup sont déçus, confus et certains autres se sentent même trahis et abusés par ceux qui se sont identifiés dans l'accord Lamuka comme étant des leaders de l'opposition congolaise, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi Chapwe, Freddy Matungolo Muyambo, Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce sentiment de trahison va au-delà du peuple congolais, vu que des acteurs internationaux, en l'occurrence la Fondation Kofi Annan, ont joint leurs efforts aux opposants dans le but de les concilier pour arriver à trouver un candidat commun qui pourra faire face au candidat du régime de Kabila. Je ne vais pas revenir sur les raisons de leur retrouvailles à Genève car c'est connu de tous. J'irai droit à l'essentiel en faisant une analyse juridique et politique en 3 points qui permettra d'éclairer l'opinion congolaise sans aucune forme de passion. À savoir, premier point, le choix de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition, conformément à l'accord Lamuka. Deuxième point, le volte-face de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Et enfin, troisième point, l'accord Lamuka, ruse, trahison et naïveté. Premier point, le choix de Martin Fayulu. D'entrée des jeux, il est important de signaler que Fayulu, ce n'est pas n'importe qui. Il a tout le mérite dans la lutte pour l'alternance et depuis qu'il a quitté le réseau Kabila, il n'a pas cessé des actions contre ce dernier pour la démocratie. En ce qui me concerne, ce qui m'a le plus marqué dans la fidélité de Fayulu, c'est le fait qu'il ait décidé de ne plus toucher le salaire de député national pour la simple raison qu'il avait estimé que lui et les autres acteurs politiques en mandat électif avaient largement dépassé leur mandat. Et donc, il n'avait plus de raison de toucher les frais de l'État. Et comme il avait promis, il a restitué ce salaire lorsqu'il a été payé, qui est un acte de grande classe, qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la RDC que je sache. En ce qui me concerne, j'irai plus loin, jusqu'à dire en tant que juriste que les acteurs politiques à mandat électif qui continuent de toucher le salaire de l'État réunissent toutes les caractéristiques de l'enrichissement sans cause, qui est une violation de la loi. Cependant, le choix de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition a surpris plus d'un, car ce n'était pas le meilleur des 4, qu'on se le dise. Et avant même de se retrouver à Genève, l'accord Lamuka avait déjà été élaboré et signé par les leaders. Dans cet accord étaient repris, dans son article 2, 7 principes directeurs qui devraient conduire à la désignation du candidat commun. Et ça devait se jouer entre Félix et Kamerhe. Bien que le candidat de l'UDPS était largement favori, ce choix devait entre autres tenir compte d'un certain nombre de critères objectifs dont la tendance générale au sein de la population, qui est une forme de tenir compte du poids politique et bien entendu l'expansion du parti politique sur l'étendue du territoire national. Si l'on devait suivre scrupuleusement ces caractéristiques conformément à l'article 2 de l'accord, c'est clair que Fayulu ne serait pas passé devant. Et donc, sur le plan politique, le choix de Martin Fayulu est un risque gros, mais un risque qui pouvait passer si les candidats étaient restés unis. Sur le plan juridique, par contre, le choix de Martin Fayulu, c'est une violation flagrante de l'article 2 de l'accord car il ne remplit pas les critères retenus dans cet article pour être un candidat commun et le mode de vote ne respecte pas celui retenu par ce même article pour le choix du candidat commun, à savoir faire l'objet d'un consensus et non d'un vote à 2 tours comme c'était le cas. Point 2. Le volte-face. Puisqu'il s'agit de la RDC, nous allons nous servir de la législation congolaise pour soutenir certaines explications juridiques, bien que nous pouvons nous référer aux législations sud-africaines ou suisses, donc de l'Union européenne, car l'accord est passé par ces pays. Et donc, étant donné qu'il s'agit de la RDC, la législation congolaise en matière des obligations stipule dans son article 33 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites
et ils doivent être exécutés de bonne foi. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ton accord, que tu consens avec une ou plusieurs autres personnes dans le respect de la loi, c'est important de le souligner pour la suite, tu te dois d'honorer et de respecter ta parole comme tu respectes une loi législative. Donc, au sujet de Kamere, je ne m'attarderai pas sur ce sujet car il est dans son élément, même si un sentiment de liberté, de confiance et de transparence devait régner entre les parties. Lui est dans sa nature et d'ailleurs ça n'a surpris personne. En tout cas, je n'étais pas surpris. Il n'est donc pas très crédible de prétendre s'être fait rouler par qui que ce soit vu qu'il a roulé tout le monde dans le passé. Par contre, le revirement de Félix Tshisekedi a ébranlé le monde, même la partie du pouvoir, étant donné qu'il est généralement connu comme quelqu'un de constant, d'équilibré, d'une grande maîtrise et surtout qu'il a fait un sans faute sur son image jusqu'à ce dossier. Alors la question est pourquoi? Soulignons que ce n'est pas un politique de seconde zone. On lui doit l'existence de l'accord de la Saint-Sylvestre qui conduit à ces élections, bien que vidé de sa substance et violé par le régime en place. Pourtant, en âme et conscience, il est allé en Genève, a eu connaissance de l'accord, l'a signé et de manière prématurée, d'ailleurs, il faut le souligner, a accepté qu'on lui impose l'isolement avec retrait de téléphone portable, qui est une chose inacceptable pour des grands dirigeants de leur trempe, ça n'engage que moi, pour la simple raison qu'ils ont des conseillers, des bureaux d'études et des partisans auxquels ils doivent rendre des comptes. Alors, pourquoi cette séquestration? Surtout qu'il s'agit d'une affaire d'État, pas des simples individus qui doivent consentir pour leur propre compte sans aucune conséquence. Cependant, il a participé au jeu et a perdu. Et d'ailleurs, à la publication du candidat commun, il a fait des déclarations soutenant ce dernier. Puis, 24 heures après, le coup de théâtre, volte-face, il retire sa signature. Alors, sur le plan politique, c'est une erreur inacceptable. Surtout sur le plan international, c'est en forme de discrédit et un isolement. Car la scène internationale est essentiellement bâtie sur des conventions, des traités. Alors, la confiance est sa chaudière. Pourquoi donc risquer un tel discrédit en retirant sa signature? La réponse à cette question, c'est l'analyse de ce désistement sur le plan juridique, qui nous amène d'ailleurs à notre troisième et dernier point, intitulé « Accord Lamouka, ruse, trahison et naïveté ». Wow, il gèle là. Accordez-moi 2 minutes. Hey guys, I'm back. I'm covered. Il faisait froid. Avant de poursuivre, je vous invite, s'il vous plaît, à liker massivement notre page Facebook Bonjour Maître et notre chaîne YouTube Bonjour Maître. Sur ce, retournons à notre dossier Genève. Nous étions dans notre troisième et dernier point intitulé « Accord Lamouka, ruse, trahison et naïveté ». Alors, sur le plan juridique, l'accord Lamouka, c'est un contrat. Toujours se référant à la loi congolaise en matière des obligations, elle définit dans son article premier un contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et nous avons déjà dit pour nous indigner du volte-face de Tshisekedi et de Kamere qu'un contrat a valeur de loi et doit s'exécuter de bonne foi. Cependant, pour qu'un contrat puisse avoir valeur de loi et puisse être exécuté de bonne foi, il y a certaines conditions de validité. Et la même loi congolaise en matière des obligations prévoit dans son article 8 4 conditions de validité d'un contrat. La première, c'est le consentement libre des parties qui s'obligent. La deuxième, c'est la capacité de contracter. La troisième, un objet certain et existant. Et enfin, la quatrième et la dernière, une cause licite. Nous n'allons pas revenir sur les 3 dernières conditions puisque l'accord Lamouka le respecte. Cependant, il y a un problème par rapport à la première condition de validité d'un contrat. Que dit la loi par rapport au consentement? L'article 9 dit « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué
par violence ou surpris par dol. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qu'une erreur de consentement qui puisse annuler une convention? Lorsque une erreur tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, une personne, un individu peut se rétracter de sa signature. Je donne un exemple. Je signe un contrat pour un poste de directeur adjoint et je me rends compte, après avoir signé ce contrat, que la position était celle d'un chef de division. Eh bien, il y a une erreur sur une substance liée à la chose même du contrat, je peux me rétracter. Ou encore, si l'erreur porte sur la personne, à condition bien entendu que cette personne puisse être la cause principale de la convention. Je donne un autre exemple très cash. Je signe un contrat de mariage avec une personne de sexe féminin. Après avoir signé ce contrat, je me rends compte que la personne est de sexe masculin. Et bien entendu, même si j'avais signé ce contrat, j'ai le droit de me rétracter. Ou encore, je signe un contrat avec des individus que je pensais être des alliés, mais qui s'avèrent être, après avoir signé le contrat, qui s'avèrent être des adversaires ou des ennemis. Eh bien, si j'avais eu connaissance avant de signer le contrat que les personnes avec qui je contractais n'étaient pas des alliés, mais des adversaires ou des ennemis, je ne l'aurais pas fait. Il y a donc une erreur sur la personne et cette personne est la cause principale de la convention. Dans le cas sous examen, je me concentre sur les candidats validés, à savoir Tshisekedi, Kamere, Matungulu et Fayulu. Entre ces 4 candidats, il y a eu des conventions avant le vote décisif. Tshisekedi et Kamere avaient décidé de voter l'un pour l'autre pour se donner plus de chances vu qu'ils sont favoris et ils étaient de bonne foi. Fayulu a promis de voter Tshisekedi et vice-versa. Matungulu a promis de voter Kamere et vice-versa. Déjà, le recours au vote, c'est une violation de l'accord Lamuka dans son article 2. Par ailleurs, Félix et Kamere, les 2 favoris, n'avaient pas de méfiance entre eux. Cependant, on les a opposés les uns contre les autres en disant à chacun que l'un complotait contre l'autre avec la complicité des autres candidats invalidés alors que c'était faux. Il y a eu usage de la ruse. Et c'est sur base de cette ruse que Félix honore son engagement à l'égard de Fayulu. En le votant, en contrepartie, Fayulu le trahit. Kamere, pour une première fois, honore son engagement à l'endroit de Matungulu et ce dernier le trahit à son tour. La trahison est un élément qui détruit la confiance, ce qui rend les 2 candidats favoris et surtout le candidat de l'UDPS naïf, pour la simple raison qu'ils n'ont pas su appréhender le complot organisé contre eux. Mais pourquoi alors avoir continué la procédure, participer au meeting officiel et faire des déclarations en faveur du candidat élu? J'estime en ce qui me concerne que d'une part, ils voulaient vraiment être de bonne foi et que d'autre part, c'est le fait de l'isolement, la pression et tout ce qui les entourait durant cette période. C'est quand même assez éprouvant tout ce qu'on les avait imposé pour arriver à conclure cet accord. Cependant, en dépit de la bonne foi, lorsqu'ils sont entrés en contact avec leurs services, équipes et conseillers juridiques, ces derniers ont pénétré l'accord et ont eu connaissance de tous les faits qui entouraient les élections du candidat commun. En la personne de Martin Fayulu, ils ont déjoué la supercherie et ont mis la pression à leurs leaders avec leurs militants pour qu'ils retirent leur signature. Et Félix et Kamere se sont retractés malgré le ridicule et le discrédit que cela pouvait coûter. Eh ben, ils ont assumé. Un des points qui, à mon avis, a vraiment divisé les 2 camps, c'est l'article 4.2 de l'accord, qui conditionne la participation des opposants aux élections par l'abandon catégorique de la machine à voter et du nettoyage du fichier électoral, qui, à mon avis, est difficile vu que la RDC est carrément à 1 mois de la date des élections. Alors, le camp Fayulu veut le soulèvement populaire si ces conditions ne sont pas respectées. Le camp Tshisekedi ne veut plus un seul report, excusez-moi, convaincu qu'avec des témoins, il est impossible de tricher partout. Et donc, voilà, nous vous avons présenté en quelques minutes les faiblesses sur le plan de la procédure et la non prise en compte de certains éléments de fond qui ont conduit à l'échec de la tentative de l'union des leaders de l'opposition congolaise réunis à Genève. Ces éléments
sont au nombre de 4, à savoir la violation de l'article 2 de l'accord Lamuka, l'usage de la ruse pour extirper le vote des uns, la trahison pour arriver à ce fin et bien entendu la naïveté qui paye cash en politique. Ce que le commun de mortel doit retenir, c'est que un contrat à valeur de loi, il doit être exécuté de bonne foi. Cependant, il y a des conditions de validité d'un contrat ou d'une convention. Lorsqu'ils ne sont pas réunis, la partie ou les parties lésées ont le droit de se rétracter. Pour la classe politique congolaise, en l'occurrence les leaders de l'opposition, j'espère qu'ils mettront de côté leurs égos et qu'ils privilégieront les intérêts du peuple congolais pour que le pouvoir soit du peuple, pour le peuple et par le peuple. Thank you guys for watching this video. I hope it was helpful and you enjoyed this moment. Please like our Facebook page and our YouTube channel. See you next.